Salut à tous, bienvenue dans Europe Hebdo. Nous sommes à Bruxelles, au Parlement européen. Dans cette émission, je vous emmène aux Pays-Bas. Là-bas, depuis quelques années, les services sociaux ont mis en place une politique pragmatique pour gérer les personnes sans domicile fixe. Moyennant quelques euros et des canettes de bière, les SDF nettoient chaque jour les parcs et les rues de la ville. Une action qui a suscité la polémique, mais qui a toutefois permis à des dizaines de personnes précaires d'entamer leur réinsertion. Mais d'abord, l'actualité, nouveau round de négociations pour le TTIP, le traité transatlantique fin avril à Washington. Et pour fêter ça, les anti-TTIP organisent une journée internationale de mobilisation ce samedi. Alors, le traité est-il mort-né? C'est la question de la semaine. Ah tiens, ça faisait longtemps. Revoilà le TTIP, le TAFTA, le GMT. Quoi? Le traité transatlantique. Mais si, ce traité dont personne ne veut mais que la Commission européenne continue vaillamment de négocier. Un nouveau round de négociations s'ouvre fin avril à Washington et pour fêter ça, les anti-TTIP prévoient une journée internationale de mobilisation. Il faut dire que le collectif Stop TAFTA prend de l'ampleur. 1,5 million de signatures pour l'initiative citoyenne, création de milliers de collectifs locaux, multiplication des actions locales, explosion du nombre de débats. Alors, le TTIP est-il mort-né? Le TTIP est-il mort-né? Pour répondre à cette question, c'est Yannick Jadot que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Commission du commerce international ici au Parlement, député vert. Pour vous, Yannick, est-ce que ce traité est mort-né? À quoi ça sert encore de négocier? Il n'est pas mort-né, malheureusement, parce que l'ensemble de, comme vous le dites dans le sujet, la Commission européenne continue à négocier avec l'administration Obama, mais c'est vrai qu'il a du plomb dans l'aile. Il a du plomb dans l'aile en Europe parce que des centaines de régions, de villes se sont déclarées zone hors TAFTA, parce qu'elles voient bien que leurs compétences pourraient être contestées par le traité transatlantique, qu'au Parlement européen, il y a une mobilisation croissante contre une partie de cet accord, qui est l'idée que les investisseurs, les entreprises pourraient attaquer les États devant des tribunaux privés. Donc sortir des juridictions classiques pour aller devant des tribunaux privés et demander potentiellement des milliards d'euros de dédommagement sur les profits qu'ils ne vont pas faire. Il y a des millions de citoyens qui sont mobilisés parce qu'au fond, ce traité... Il inquiète finalement. Il inquiète parce que le libre-échange avec les États-Unis, c'est déjà un fait. Ce qui se négocie dans ce traité, c'est la capacité des États, des régions ou de l'Union européenne ou du niveau fédéral aux États-Unis de réguler, de défendre, de réguler sur la santé, sur l'environnement, sur les droits sociaux, sur les libertés numériques. La Commission, justement, dit qu'il est hors de question d'accepter, en fait, de baisser les normes européennes pour aller vers les normes américaines, par exemple, sur les questions environnementales, sur les questions sociales, sur les questions de liberté, etc. Donc, vous avez quand même eu des gages. Vous avez un groupe spécial qui a été constitué ici au Parlement européen avec des députés qui suivent de près le développement des négociations. Après chaque round et avant chaque round, vous voyez les négociateurs. Vous avez quand même obtenu des gages. Alors pourquoi est-ce qu'on refuse tout de go, en fait, cette négo? Mais parce que ces gages, ils ne correspondent à rien. Si on lance une négociation avec les États-Unis pour faire converger les normes, nos règles, que ce soit en matière de santé, d'environnement, d'agriculture, d'alimentation, de services publics, de protection de la vie privée avec les données personnelles, si on lance cette négociation pour faire converger les normes, c'est bien que les normes, et d'un côté de l'Atlantique et de l'autre, vont bouger. Sinon, on ne lance pas une négociation. Dans les services financiers, c'est plutôt les Américains qui ont des normes plus strictes que les nôtres, qui régulent davantage les banques. L'objectif de l'Union européenne, c'est de casser ces régulations plus strictes américaines pour servir la City. Dans les médicaments, aux États-Unis, ils sont plutôt plus stricts qu'en Europe. En revanche, on le sait que dans l'agriculture, sur les hormones de croissance, sur les OGM, sur les poulets chlorés, sur le principe de précaution, tout ça, ils ne comprennent pas. Donc ils veulent que l'Europe baisse les normes. Si personne ne bouge, si tout le monde garantit que les normes ne vont pas bouger, il n'y a pas de négociation. Donc il y a bien une contradiction majeure dans ce que dit l'Union européenne, la Commission européenne, c'est qu'au fond,
négocier de manière commerciale des choix de société qui ont été démocratiquement construits, en plus largement dans l'opacité, c'est forcément les faire évoluer, soit à la baisse, ou de toute façon nous empêcher d'en acquérir de nouvelles, ou de faire évoluer celles qui existent. Alors, on parle quand même de 120 milliards d'euros par an de croissance additionnelle. Alors ça, c'est les chiffres de la Commission européenne. En ces temps de crise, on en a quand même un peu besoin, non ? Ah mais moi, qu'on essaye de développer les activités économiques, qu'on fasse des échanges, ça ne me pose pas de problème. L'évaluation de la Commission européenne, elle dit au fond, si on réduit l'écart entre les normes européennes et les normes américaines, c'est-à-dire qu'au fond on bouge nos normes, on va avoir un gain annuel de 0,03%. 0,03% de croissance additionnelle par an. Donc c'est vraiment pas grand-chose. En plus, ces études sont controversées. Il y a une étude américaine, indépendante, qui dit au contraire, ça va tuer, détruire 600 000 emplois en Europe, 130 000 emplois en France. Donc on est sur des évaluations économiques qui ne sont pas à la mesure des choix de société qu'on serait obligé d'abandonner simplement pour que quelques grandes multinationales fassent un peu plus de profit. Alors, il y a un autre traité qui se profile, c'est le TISA, dont on entend très peu parler. Donc là, c'est sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. Et il traiterait, en fait, là, pareil, on est dans la négociation aussi, donc de libre-échange aussi, certainement, mais avec 50 pays du monde. Pourquoi on n'en entend pas parler ? On n'en entend pas parler parce que la négociation est encore plus obscure, encore plus opaque. Il y a effectivement une cinquantaine de pays, dont l'Union européenne, mais il n'y a pas les pays émergents, il n'y a pas la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, et puis ça ne concerne que les services. Mais là encore, on est sur des dangers extraordinaires parce que, prenons l'exemple de l'assurance maladie. Tout le monde dit « Ah mais l'assurance maladie, vous inquiétez pas, on ne va pas y toucher, c'est un service public de la santé. Oui. » Non, l'assurance maladie, c'est considéré dans cette négociation comme un service financier, comme un service d'assurance. Donc on peut le libéraliser. Oui. Et puis il y a cette idée que à chaque fois que vous avez libéralisé, vous avez marchandisé un service, et ben au fond vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc toutes ces mairies qui essayent de remunicipaliser la gestion de l'eau, des choses comme ça, ne pourraient plus le faire. Donc c'est vraiment, encore une fois, la remise en cause des capacités des collectivités, des États ou de l'Union européenne à décider de choix de société, à décider de la protection des citoyens plutôt que l'intérêt des multinationales. Alors, on change complètement de sujet. Je voudrais vous faire écouter un petit échange ping-pong entre Vladimir Poutine et Alexis Tsipras. On l'écoute. Il n'est pas question d'aide, mais de coopération, y compris dans le domaine financier, en lien avec de grands projets concrets. La Grèce n'est pas un mendiant qui va chercher des solutions à ses problèmes financiers en passant d'un pays à un autre, pour un problème qui ne concerne pas seulement la Grèce, mais l'Europe. Ce n'est pas un problème grec, c'est un problème européen. Et un problème européen, solution européenne. Yannick Jadot, quelle est votre lecture de cette visite d'Alexis Tsipras à Vladimir Poutine? On est là dans une espèce d'alliance un peu contre nature ou... Une alliance contre nature parce que effectivement on sait les amitiés qu'il y a entre un certain nombre de membres de Syriza et l'oligarchie Poutine. Je la trouve contre nature parce que l'oligarchie Poutine, c'est une oligarchie corrompue, dictatoriale, qui est en guerre, qui mène une guerre en Europe. En revanche, ce qui serait terrible, et heureusement Tsipras ne tombe pas dans ce piège, c'est que l'Europe ne trouve pas la solution à la question grecque, comme la Grèce ne trouverait pas une solution avec l'Europe à ses problèmes économiques. La pire des choses, ce serait que finalement, ce ne soit pas l'Europe qui aide à sortir de la crise humanitaire en Grèce, qui aide la Grèce à investir et aussi à lutter contre l'évasion fiscale, contre la corruption, mais qu'au fond, la solution vienne de l'argent, du pétrole et de la Russie. Il faut espérer qu'on n'en arrivera jamais là parce que ce serait un incroyable échec pour l'Europe qu'au fond Syriza et le gouvernement grec aient besoin de l'argent russe pour sortir de la panade. C'est la responsabilité européenne d'aider la Grèce et d'aider la Grèce à se sortir elle-même, à faire les réformes nécessaires, notamment en matière d'évasion fiscale. Bon, bah écoutez, merci Yannick Jadot, ce sera le mot de la fin. Nous, on continue direction les Pays-Bas. Depuis quelques années, une politique un petit peu nouvelle, pragmatique pour gérer les SDF. Moyennant quelques bières et quelques euros, ils nettoient
nettoie les parcs et les rues de la ville. Et pour certains, cela permet de revenir un petit peu à la réinsertion. Reportage de Flora Sauvage. Fred vient tous les jours dans ce local à l'abri des regards. C'est l'un des 20 SDF qui participent à un projet un peu particulier. Depuis 2 ans, une association financée par des fonds publics offre bière, cigarettes, repas chauds et petits salaires à ces sans-abri. En échange, ils sont chargés de nettoyer le parc dans lequel ils avaient l'habitude de passer leur journée. J'ai commencé à boire en 1979. J'ai arrêté les drogues dures et je suis passé à l'alcool. C'était bière, genièvre et whisky à volonté. Fred n'a pas été épargné par la vie. J'ai perdu les 3 femmes que j'ai aimées. La première s'est suicidée, la deuxième est morte d'un cancer de l'estomac et la troisième d'une hémorragie cérébrale. L'objectif est de remettre ces SDF sur les rails. Aux Pays-Bas, on ne s'embarrasse pas de questions philosophiques. Et plutôt qu'interdire, on préfère encadrer les sans-abri afin de mieux les canaliser. Ça, c'est le registre où je note ce que chacun consomme. C'est moi qui distribue les bières. Aussi étrange que cela puisse paraître, on travaille aussi sur le problème de l'alcoolisme. S'ils travaillent, ils reçoivent 24 € et 5 canettes de bière réparties dans la journée. Mais s'ils veulent arrêter, on les aide à se désintoxiquer. Au lieu de leur offrir de la bière, on leur donne une prime de 10 € en bon d'achat au bout de 4 jours d'abstinence. Au départ, Fred venait pour la bière. Mais depuis 1 mois et demi, il n'a pas touché une goutte d'alcool. J'étais tous les jours dans le parc et je buvais bière après bière. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter l'alcool, mais il suffit d'une goutte pour que je rechute. En nettoyant le parc, on sait qu'on fait quelque chose pour la société en attendant de se remettre sur les rails. Comme ça, on ne traîne pas dans la rue et on se sent utile. Pour la mairie de secteur, ce projet est une opportunité. Cela a permis de vider le parc de ces SDF. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de profiter du parc, de la verdure. Mais si une grande partie du parc est occupée par des SDF qui boivent de la bière toute la journée, c'est gênant pour les riverains, car ils font du bruit, ils laissent leurs canettes traîner. Maintenant, ils viennent nettoyer le parc et c'est un très bon projet à mes yeux. Dans les rues d'Amsterdam, il y a peu de SDF. Ici, la mendicité est interdite par arrêté préfectoral. Aux Pays-Bas, la question des sans-abri est centralisée au niveau des communes. Des crédits spécifiques qui sont gérés et coordonnés de manière très efficace. L'objectif est de travailler en amont pour que personne ne devienne sans-abri. Au sein du restaurant de la mairie d'Amsterdam, on emploie des mères célibataires en difficulté. Qu'est-ce que vous apprenez ici? Qu'est-ce que ça vous apporte? J'apprends à communiquer, à servir les clients. J'apprends aussi sur moi-même. Claudia a 24 ans. Elle a un fils de 2 ans. Dans cette société, si tu ne fais rien, tu n'avances pas. Par contre, si tu travailles, alors tu te construis une expérience. Amsterdam est une grande ville et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. La coalition qui dirige la ville a décidé de consacrer 80 millions d'euros à la lutte contre la pauvreté. Malgré les moyens mis en œuvre, certains passent à travers les mailles du filet. Ce foyer flambant neuf accueille des sans-abri dans 51 chambres. Cela coûte 5 € la nuit. Certains vivent depuis des années dans la rue. Et ils viennent ici pour 10 nuits, pour récupérer un peu. Mais il y a d'autres personnes qui sont sans abri juste pour quelques mois et qui cherchent un endroit où dormir. À 60 ans, Anna a pas mal bourlingué. Elle était sans domicile fixe en France avant de revenir à Amsterdam, sa ville natale. C'est temporaire, mais c'est pas facile quand même. Il y a beaucoup de structures ici. En France, je ne sais pas, mais je vois beaucoup plus de gens dans la rue. Je pense que la politique ici à Amsterdam, c'est de rendre le plus possible invisible le fait qu'il y a des SDF. Car aujourd'hui, dans les rues d'Amsterdam, les sans-abri sont devenus invisibles.
L'attitude des Néerlandais à l'égard des SDF semble avant tout dictée par le pragmatisme. Ici, on préfère organiser le phénomène au grand jour, plutôt que laisser les gens dormir dehors. Et voilà pour ce reportage à Amsterdam. Et pour en débattre, c'est Marie-Christine Vergiat que je reçois. Bonjour. Bonjour. Et Elisabeth Morin-Chartier. Merci d'être avec nous, mesdames. Première question, est-ce que ça vous choque ce qui se passe aux Pays-Bas, le fait de donner quelques canettes de bière et quelques euros? Elisabeth Morin-Chartier? Non, absolument pas. Parce que on n'est pas dans l'interdiction. On ne sort pas d'addiction par l'interdiction. On sort de l'addiction par une reconstruction personnelle. D'ailleurs, vous savez, je trouve beaucoup de similitudes entre ce reportage et les méthodes employées et ce que nous faisons pour les sorties sans qualification. La reconstruction personnelle, elle est essentielle. On ne peut pas sortir les gens d'une addiction par simple décret. Mais le fait que ce soit la puissance publique, Marie-Christine Vergiat, qui distribue les bières, est-ce que c'est pas un symbole un peu limite? Je vais faire de la comparaison avec un débat d'actualité en France, c'est la question des salles de shoot. En fait. Oui, c'est vrai. Qui ont été autorisées. Les salles de shoot, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on prend en main le problème et qu'on essaye de réinsérer ces populations, de les ramener à une vie normale parce qu'ils détruisent leur vie en général, et on s'en donne les moyens. Et effectivement, on passe par des phases de ce genre-là. Le côté carotte-bâton, là, me gêne un peu. Il y a un peu de contrôle social aussi derrière. Mais bon, le Danemark est un des pays qui a les meilleurs résultats. Avec la Finlande, je crois, en matière de pauvreté, la Suède, les pays scandinaves en général, d'ailleurs les pays d'Europe du Nord, qui ont le moins de personnes en difficulté, et plus largement en situation d'exclusion sociale. Parce qu'il y a les sans-abri, il y a les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, il y a les personnes qui sont en risque d'exclusion, comme on dit dans le langage européen, et qui représentent quand même 25% de la population européenne. Donc ce n'est pas tout à fait rien. Tous ne sont pas sans abri. Je crois que si ma mémoire est bonne, c'est à peu près 2 millions de personnes qui sont sans abri en Europe. Mais si on ne veut pas que les gens se retrouvent à la rue et avoir des méthodes qui coûtent beaucoup plus cher d'ailleurs, le meilleur moyen c'est de prévenir et de ne pas faire des politiques qui conduisent à des situations de pauvreté. On voit que Elisabeth Morin-Chartier, la situation s'est considérablement aggravée depuis la crise de 2008. Bien sûr. En France, alors c'est des chiffres absolument hallucinants, hein. Le nombre de sans-domicile fixe a augmenté de 44% en 11 ans, passant de 80 000 à 150 000 personnes. Bien sûr, vous avez totalement raison. Et les publics ont changé, c'est-à-dire beaucoup plus de fragilité des femmes, parce que la crise a sorti les femmes du travail. Elles étaient sur des contrats précaires, elles étaient sur des temps partiels, elles étaient sur des niveaux de rémunération extrêmement faibles par rapport aux hommes. Donc les femmes ont été beaucoup plus touchées. Les jeunes sont extrêmement touchés, et faites le rapport aussi, le parallèle avec la montée du chômage des jeunes, leur difficulté à rentrer dans le premier emploi. Mais on a aussi beaucoup de familles, et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Et parfois des familles pour la deuxième génération. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène qui s'est ancré dans notre population. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas du tout choquée par le fait que les politiques publiques s'emparent de ces problèmes, y compris en surveillant les consommations, dont la consommation d'alcool. Mais alcool, drogue viennent accélérer ce cercle vicieux. Mais je vous rappelle qu'il a fallu quand même que le Parlement européen bataille très sérieusement pour que nous préservions dans le Fonds social européen 20% spécialement dédiés à la lutte contre la pauvreté. Parce que les chefs d'État et de gouvernement au niveau européen, qu'ils soient de droite ou de gauche, ça n'est pas une question de parti politique, c'était une question, j'allais dire, de volonté de politique européenne, de taper dur pour prendre en charge cette question.
Et c'est grâce au Parlement européen que nous avons pu le faire, parce que le Parlement s'est opposé à ce que voulaient faire les chefs d'État et de gouvernement sur ce point. Justement, est-ce qu'on n'est pas un petit peu timide sur les politiques mises en œuvre au niveau européen sur ces questions de grande précarité ? On est un peu timide. J'ajouterais à ce que vient de dire Elisabeth Morin-Chartier qu'il a fallu batailler pour sauvegarder le programme d'aide alimentaire, qui est quand même le b.a.-ba. Voilà. Le b.a.-ba. Exactement. Quand on a fait des coupes sombres dans le budget européen, des coupes claires d'ailleurs, pardon, on a taillé sur les programmes les plus sociaux. Oui. Hein, donc, ce qui est souvent le cas d'ailleurs quand on est en situation de crise. Je me suis amenée d'amener mon livre. Moi, c'est un rapport du Parlement européen. C'est une étude du Parlement européen sur les conséquences de la crise économique et sociale des politiques d'austérité en matière de droits fondamentaux. Hein, et on voit dans ce rapport, qui est un rapport officiel fait par les services du Parlement européen, donc non politique, on voit en quoi ça a aggravé la pauvreté, touché aux droits les plus fondamentaux, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au logement. Donc on n'est pas assez allant, et j'irai au-delà de ce que dit Elisabeth. Il y a un fonds spécifique pour les plus démunis dans le programme. C'est 2,5 milliards d'euros. Dit comme ça, 2,5 milliards d'euros, ça paraît énorme. Sur 25% de la population européenne de 500 millions, ça représente pas grand-chose. 2,5 milliards d'euros pour 25% de la population européenne et 0,25% du budget de l'Union européenne. Donc moi je pense que là, en la matière, il y a des priorités à Elisabeth Morin. Moi, il y a un point sur lequel je veux insister, c'est qu'aujourd'hui, il y a 19 millions d'Européens qui ne mangent pas un repas avec des protéines tous les 2 jours. Bon, ça pose question, parce qu'il n'est pas question de situer, de calculer un niveau de pauvreté, j'allais dire, très, très éthéré, en comptant le nombre de lave-vaisselle, le nombre de téléviseurs et tout ça. Ça, c'est un point. Mais quand on touche à l'alimentation, à l'apport en protéines dans l'alimentation, on voit bien que en Europe, il y a aussi une extrême pauvreté. Et cette pauvreté, elle est devenue beaucoup plus jeune. Moi, j'ai des épiceries sociales que je soutiens dans des universités en France. Bon, par exemple. Non, mais on voit par exemple. Elle est devenue beaucoup plus rurale. Il y avait en France, par exemple, l'idée que la misère est moins difficile à la campagne parce qu'on a toujours un petit jardin, etc. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui bénéficient du fonds d'aide aux plus démunis. Donc, on voit bien qu'il y a eu un ancrage beaucoup plus fort et que la situation est devenue extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister pour que l'Europe soit leader dans ces politiques. Sur cette question, l'un des intervenants de notre reportage avait une question directe à vous poser. Je souhaiterais qu'on l'écoute. If you want a European policy on si vous voulez une politique européenne de lutte contre la pauvreté et la précarité, il est très important qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle. La façon dont on mesure au niveau européen la pauvreté et l'exclusion, c'est-à-dire le seuil de pauvreté relatif de 60% du revenu médian, n'est pas adapté à mes yeux. Je recommande qu'on aille plus loin, en comparant ce dont les gens, dans les différents États membres, ont réellement besoin pour ne pas être pauvres. Ceci implique de regarder le revenu dont ils ont besoin pour se loger, se nourrir, s'éclairer. Alors clairement, Elisabeth Morin-Chartier, le problème peut-être vient de là, c'est que les standards ne sont pas les mêmes qu'on soit dans l'ouest de l'Europe, dans l'est, au sud, au nord. Donc à quand une vision un petit peu claire, nette, précise du niveau de pauvreté au niveau européen ? D'abord, il y a plusieurs niveaux de pauvreté que l'on peut mesurer. Et c'est un peu ce que nous avons dit, et l'une et l'autre, depuis le début de cette émission. Est-ce qu'on est dans le standard moyen de pauvreté? Dans ce cas-là, on compte le téléphone, le téléviseur, le lave-vaisselle, etc. Est-ce qu'on est dans l'alimentation, qui pour moi est le cœur même de notre premier combat à mener? Il y a des enfants aujourd'hui en France qui mangent parce qu'ils mangent à la cantine. À la cantine, oui. Bon, qui n'ont pas de petit déjeuner, etc. Il y a des enfants qui ne vont même plus à la demi-pension parce que la demi-pension est trop chère. Donc,
on est là au cœur même, à l'épicentre Mais on voit de là, la lutte justement contre la qu'il y a pauvreté. aussi la question de la précarité énergétique et que le niveau des loyers, notamment dans les principales capitales européennes, joue énormément sur Bien ce niveau de sûr. pauvreté. Et là, je dois vous dire que la réponse n'est pas seulement une réponse d'aide, il faut aussi qu'on se décramponne d'un certain nombre de dépendances énergétiques. Et je pense en particulier, moi je mets beaucoup d'espoir sur le nouvel oléoduc qui va venir d'Afrique du Nord et qui va nous apporter 42% de l'énergie aujourd'hui qu'on importe de la Russie. Oui, oui. Donc vous voyez, Donc, il y a une les forme prix d'indépendance d'énergie, aussi. Oui, mais c'est les lié à prix la d'énergie, dépendance oui, bien énergétique. sûr. Il faut se décamponner de tout ça. Il faut pouvoir aussi faire jouer un peu de concurrence dans tout ça. Marie-Christine Vergiat, sur cette question, est-ce que là, typiquement, on voit bien que le logement n'est pas aussi une compétence européenne. Comment est-ce qu'on peut agir de manière pragmatique sur ces questions ? Au niveau européen, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas dans les compétences dures de l'Union européenne. On est dans la méthode ouverte de concertation, la MOC, comme on dit. Donc ça dépend de la bonne volonté des États. Donc les batailles que mène notamment le Parlement européen sur ces questions, c'est d'aller de l'avant, de pousser. Et monsieur a raison, c'est aller de l'avant aussi dans la mesure, parce que pour comparer les choses. Et je trouve, moi, qu'on a plutôt avancé au niveau européen en la matière. Parce qu'on mesure le seuil de pauvreté. Désormais, c'est bien 60% du revenu médian dans tous les États membres, ce qui n'est pas le cas avant. Donc on sait que les personnes menacées d'exclusion, on les appelle, c'est ceux qui sont autour de 60% du revenu médian, calculé dans chaque État membre. C'est important, parce qu'il y a eu des avancées quand même. Mais après, sur les politiques à mettre en place... Après, deuxième élément, y compris pour répondre à ça, quand vous regardez les statistiques, justement, on tient compte non seulement du revenu médian, mais aussi des questions de privation matérielle. Quand on dit 120 millions de personnes, dont 25 millions d'enfants d'ailleurs, sont menacés d'exclusion, c'est ça. Donc on pousse au Parlement européen à mettre en œuvre ce qu'on appelle des stratégies européennes ou des cadres européens pour des stratégies nationales, pour que les États membres nous mettent en avant le principe de subsidiarité, c'est-à-dire leurs compétences propres, pour aller de l'avant. Et il faut batailler. Mais bien sûr que non. On pousse à mettre un cadre européen pour les sans-abri. Pour le moment, il est voté au Parlement européen, point final. Très rapidement. Deux choses. Premièrement, nous avons besoin au niveau du Parlement européen d'une forte cohésion entre tous les groupes politiques sur ces points-là. Pourquoi? Et c'est mon deuxième point, parce que les chefs d'État et de gouvernement sont très très peu enclins à aller sur les politiques sociales. Ils préfèrent faire du béton, ils préfèrent faire du bitume. Il nous faut de l'aménagement du territoire, c'est vrai, mais il nous faut de l'emploi. Mais quand même, les politiques sociales sont indispensables. Très rapidement. Juste une phrase, j'ai amené ce rapport parce que ce rapport démontre que les politiques publiques sont essentielles. Toutes les politiques publiques menées depuis 5 ans tapent sur les coupes budgétaires et frappent les plus vulnérables, en première ligne, notamment les femmes, notamment les enfants, notamment les personnes âgées, notamment les personnes handicapées et en prime les migrants. Bon, eh bien, écoutez, on clôturera là-dessus. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté d'en parler avec nous. Nous, on se quitte, mais avant cela, j'aurais souhaité vous parler de cet ouvrage qui vient de sortir, I Like Europe, Caroline Gillet, Amélie Fontaine, un conseil de lecture pour les prochaines vacances de Pâques. Et merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.